Bonjour à tous. Donc, c'est un peu étrange de ne pas vous entendre. Donc, moi, je suis Sophie Guillaumont. Je vais vous parler du CAV et je travaille à Montpellier. Donc, le canal. Non, je peux mettre la diapo suivante. Avec le clic, OK. Donc, le canal atrioventriculaire représente 5 à 7% des cardiopathies congénitales. On peut lui donner une définition anatomique avec une zone concernée de jonction entre les oreillettes et les ventricules à 3 composants. On peut aussi lui donner une définition embryologique qui s'organise autour de la zone mésenchymateuse des bourgeons et de la septation. Et enfin, une définition pathologique, on y reviendra, avec association à une valve auriculo-ventriculaire commune sur un seul anneau, d'une potentielle CIA de type ostium primum et d'une CIV d'admission. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette cardiopathie est assez extraordinaire, avec des difficultés et une précision de diagnostic qui n'est pas toujours évidente, rendant compte de tableaux cliniques extrêmement divers et avec une variété, une incertitude hémodynamique qui fait plancher plusieurs cardiopédiatres. Et enfin, il s'agit bien sûr d'un enjeu et d'un défi chirurgical. On va revenir un petit peu sur l'embryologie, qui se fait en 3 séquences. Je crois que vous avez un cours d'embryologique, donc je resterai assez brève et ciblerai sur la formation du CAV. Donc, au stade de la boucle, vous savez qu'il existe donc une oreillette primitive. Comment je peux revenir en arrière, Amina? Parce que il faudrait que je revienne en fait. Là, ça avance ou ça? Oui, ça avance. Ouais. Sinon, ici. Ah oui. Parce que je ne peux pas utiliser la boucle du coup. Le pointeur, encore juste avant. Ah ouais, avec la souris. D'accord. Bon, excusez-moi pour ce petit intermède de souris. Donc, au stade de la boucle, vous avez une oreillette primitive qui s'ouvre dans le ventricule primitif, futur ventricule gauche. Et au-delà du stade de la boucle, on va donc avoir une extension de cette connexion auriculo-ventriculaire vers la droite par ce qu'on appelle l'entonnoir tricuspidien, qui va permettre donc à cet orifice de devenir double et de créer cet entonnoir, par le biais de cet entonnoir, la bande modératrice. En même temps qu'on a l'extension de cette connexion auriculo-ventriculaire, on va avoir à partir des bourgeons endocardiques la formation donc de la valve tricuspide et de la valve mitrale avec un processus de délamination que Lucie Louyel vous a sûrement déjà expliqué. La deuxième séquence importante, c'est la formation donc de septation. Au niveau interauriculaire, vous savez que le premier mécanisme, c'est la chute du rideau ou du septum primum qui va délimiter ce fameux défect dit d'ostium primum. Autour de ce défect d'ostium primum, nous avons aussi la bordure d'une autre structure postérieure qui va avancer et qu'on appelle l'épine vestibulaire, qui est une structure mésenchymateuse à l'extérieur du tube. Et enfin, la partie inférieure de cet ostium primum, il est délimité par les fameux bourgeons qui eux aussi doivent fusionner et participer à la fermeture ou à la non-fermeture de cet ostium. Donc la troisième séquence, c'est la formation du septum d'admission, qui donc lorsqu'elle est incomplète va participer à la CIV d'admission. Là aussi, on a une fusion, une expansion des bourgeons et de la même manière, une
progression du septum interventriculaire qui vient de la pointe. La muscularisation des structures mésenchymateuses, que ce soit au niveau des oreillettes ou des ventricules, est secondaire. Donc, vous voyez toute la complexité déjà embryologique de la formation de cette cardiopathie, avec une anomalie à la fois de la jonction auriculoventriculaire par le défaut de septation et une anomalie de la formation de la valve auriculoventriculaire. Ce qui fait que finalement, la dénomination et le concept anglophone de cette cardiopathie a changé au cours des années, puisqu'on parlait de l'endocardial cushion defects au départ, pour parler maintenant de l'atrioventricular defects, puisque ça prend un petit peu plus en compte l'anomalie de septation avec l'anomalie de la valve. Et ainsi, vous voyez que dans le CAV, il existe un défaut à la fois mésenchymateux, un défaut myocardique et un défaut d'alignement des septa, avec une participation à la fois du premier champ cardiaque qu'on voit bien au niveau de l'entonnoir et du tube, mais aussi du deuxième champ cardiaque et finalement, possiblement, de la crête neurale par l'épine vestibulaire. Donc, on en arrive aux définitions du CAV. Avec plusieurs formes anatomiques. Donc, on va commencer par la plus complète, qu'on a dénominée bien sûr le CAV complet, avec toujours un seul anneau, une jonction auriculo-ventriculaire commune, c'est le socle du CAV, le socle incontournable. Dans le CAV complet, on a une seule valve et aucune fusion des hémivalves antérieures avec les crêtes. On va y revenir. Et ce CAV complet associe donc la CIV d'admission, l'anneau commun et la CIA de type ostium primum. Le CAV partiel, lui, est un CAV qui comprend l'anneau commun, mais seulement une CIA de type ostium primum, avec une fusion des hémivalves avec la crête ventriculaire et une fente du composant de la valve auriculo-ventriculaire gauche. Le CAV intermédiaire, on a une persistance de défaut de fusion avec la crête du septum interventriculaire et la CIV est alors restrictive. On décrit aussi un autre CAV qu'on pourrait classer en partiel avec seulement une composante ventriculaire qui est la CIV d'admission. Et à ce moment-là, on a donc une fusion des hémivalves avec le septum interauriculaire. Dans la description anatomique, on retient aussi une fente mitrale isolée sur un anneau auriculo-ventriculaire commun. Et enfin, la fameuse insertion linéaire des valves auriculo-ventriculaires sur l'anneau commun, on y reviendra. Alors ainsi, à partir de ces formes anatomiques que je vous ai décrites, on peut avoir plusieurs niveaux de shunt au niveau anatomique et hémodynamique, avec un shunt au niveau atrial, on y reviendra sur sa signification clinique, un shunt interventriculaire et des shunts atrio-ventriculaires. Alors sur l'anatomie, on va revenir un petit peu sur ce concept incontournable de jonction auriculo-ventriculaire commune. Cette jonction auriculo-ventriculaire commune, elle est le fait... Je suis juste en train de chercher une petite souris. Parce que si je me... Elle se base sur la distorsion et la mauvaise formation d'une petite zone qui est
est typiquement membraneuse et qui est située donc entre la valve tricuspide, la valve mitrale et la valve aortique. Donc cette zone, elle va disparaître et vous voyez que la jonction auriculo-ventriculaire commune, elle est le fait de deux mécanismes principaux, de l'anomalie de la valve, qui n'est plus des valves auriculo-ventriculaires qui n'est plus séparée, et d'une modification spatiale entre cette zone d'entrée et la zone de sortie avec cette aorte unvedged. Si on s'arrête un peu sur cette valve, donc vous voyez que cette valve auriculo-ventriculaire commune, au lieu, va être à 5 composants. On va avoir 2 feuillets à droite, peu importe, un feuillet à gauche qu'on appelle le feuillet mural, dont la taille est déterminée par la place des piliers, et surtout 2 hémivalves, les fameuses bridging leaflets, une hémivalve antéro-supérieure et une hémivalve postéro-inférieure. L'anomalie principale des piliers, vous voyez qu'ils vont être rapprochés et parallèles à une zone perpendiculaire à cette valve auriculo-ventriculaire commune. Et le degré de rapprochement de ces piliers ou l'angle entre ces piliers va déterminer la taille du feuillet mural postérieur, qui est, on le verra, un élément extrêmement important pour la correction chirurgicale. Sur cet anneau commun, en fonction de la taille et de la fusion éventuelle des 2 hémivalves, antérieures et postérieures, on peut retrouver les différents types de CAV. Et vous voyez qu'on peut aller d'une hémivalve antérieure extrêmement prolongée vers la gauche qui va encore réduire le feuillet mural de la valve à gauche, jusqu'à l'ostium primum où le CAV partiel, où il n'y a plus que l'ostium primum, et on a une fusion des 2 hémivalves antérieures par une langue de tissu qui comble la composante ventriculaire. Alors, il existe cette fameuse classification de Rastelli. Cette fameuse classification, elle s'adresse au CAV complet et elle est basée sur les attaches de l'hémivalve antérieure. La forme A, la plus fréquente, est définie par des attaches, comme A, de l'hémivalve antérieure sur la crête septale. On va voir des exemples. On a souvent de multiples cordages sur cette crête, à l'extrémité de cette crête ventriculaire, et de part et d'autre de la crête, les piliers sur le VD et le VG. La forme B, qui est probablement la plus rare, dont certains doutent de l'existence, l'hémivalve antérieure reste divisée, mais elle n'est pas attachée à la crête, elle serait attachée à un muscle papillaire du côté ventriculaire droit. Enfin, la forme C, qui est la forme la plus complète du CAV, puisque l'hémivalve antérieure n'est plus divisée et n'est plus attachée, avec une composante libre flottante qui donne souvent les plus larges communications interventriculaires, les attaches de l'hémivalve n'étant plus que sur les piliers latéraux au niveau du ventricule droit et du ventricule gauche. Donc, vous voyez, c'est une autre manière de vous schématiser ce Rastelli, plus centré sur la tâche de l'hémivalve, et je la trouve plus facile à comprendre. Donc, vous voyez le type A, et on voit très bien ce petit cordage de la valve de l'hémivalve antérieure qui arrive sur la crête. Le type B, où ce cordage va basculer du côté du ventricule droit, toujours sur le septum. Et le type C,
où le pont est particulièrement important de cette hémivalve et où le cordage bascule au fond finalement du ventricule droit. Donc finalement, on voit que sur cette jonction AV commune et sur la structure et les différences de cette hémivalve antérieure, on peut avoir, en fonction de l'extension du cordage sur le VD ou sur la crête, le type de CAV. Et finalement, au niveau des cordages, on voit bien que le nombre de cordages, le type de cordage ou leur relation avec la crête ou le ventricule droit va pouvoir déterminer aussi le niveau du shunt. Alors la deuxième anomalie caractéristique et essentielle au CAV, après cette jonction auriculo-ventriculaire commune, c'est la déformation du septum d'admission avec l'élongation de la voie d'éjection du ventricule gauche. Elle est le fait de l'unwedging aortique qui n'a pu descendre, se coincer ou se switcher entre nos deux anneaux, puisqu'il n'existe plus, comme on l'a vu sur le premier schéma, un seul anneau. Donc, cette unwedging aortique va entraîner une élongation de la voie de sortie aortique tout en maintenant la continuité septo-aortique et mitro-aortique surtout. Et vous voyez que la voie d'éjection non seulement s'allonge, mais se rétrécit. Et déjà, on peut deviner que l'obstacle de la voie d'éjection aortique est souvent associé au CAV. Cela donne sur les pièces anatomiques cet aspect de élongé et voire excavé de cette voie d'éjection sous-aortique qu'on appelle l'aspect scoped out du septum. Et cette élongation nous donne en échographie ou en anatomie d'ailleurs une distance de l'inlet et de l'outlet qui devient, avec une différence qui devient plus importante, à la fois par un raccourcissement de l'inlet entre la valve mitrale et la pointe du ventricule gauche et par un allongement de la pointe du ventricule gauche vers la valve aortique. Et c'est ce fameux aspect en col de cygne décrit par les plus anciens cardiopédiatres sur l'angiographie. Alors, on va avancer un petit peu sur certaines précisions anatomiques dans les différents composants du CAV et en particulier sur la CIV. Donc, il s'agit en effet d'une CIV d'admission au contact des valves auriculo-ventriculaires et on peut la distinguer d'une CIV périmembraneuse avec une extension vers l'admission, par exemple, où on en a finalement le plus souvent la persistance d'un petit bourgeon ou de septum interventriculaire au niveau de l'admission. On peut la différencier des CIV avec malalignement auriculo-ventriculaire et tous les phénomènes de straddling et d'overriding de la tricuspide. Et enfin, on peut la différencier, et c'est le principal diagnostic différentiel, d'une CIV musculaire d'admission où il persiste des berges musculaires à proximité des valves auriculo-ventriculaires. Une précision au niveau de la fente. La fente du canal de la valve est commune, qui est donc la zone d'apposition entre l'hémivalve antérieure et l'hémivalve postérieure. Je vous rappelle que ce n'est pas une commissure. Elle a une orientation très particulière du fait même de l'anatomie de cette valve auriculo-ventriculaire et sa direction est vers le septum. Elle est différente d'une fente isolée qu'on peut retrouver sur une valve mitrale et qui, à ce moment-là, est dirigée vers la voie de sortie et vers
l'aorte finalement, elle est plus antérieure. Et lorsqu'on a une fente hors CAV, on n'a pas d'anomalie de l'appareil sous-valvulaire mitral. Alors, une petite écho pour faire la différence. Donc, même si vous voyez que sur l'écho 3D qui tourne, il s'agit donc du CAV, les bords sont un petit peu épaissis du fait du réglage. La bande, donc je suis désolée, je ne peux pas vous le montrer en direct. Si, la bouclette tourne. Donc, je vais vous le décrire et puis vous allez vous le montrer. La bande importante en haut de la boucle, c'est le septum. Et vous voyez qu'en dessous, la fente se dirige perpendiculaire au septum. Alors que sur cette deuxième boucle, il s'agit d'une fente hors CAV. Et vous voyez que l'aorte est en position normale, il n'y a pas de NVJ. Et la fente, on regarde vers cette aorte qui s'est bien descendue, coincée, switchée entre nos deux anneaux. Un dernier point de distinction anatomique, et on avance un peu dans la complexité des CAV, c'est la dominance ventriculaire ou le déséquilibre ventriculaire. Donc ce déséquilibre peut être aux dépens des cavités gauches ou des cavités droites et va donner des formes complexes de CAV avec des malalignements souvent beaucoup plus marqués du septum interauriculaire par rapport à l'anneau de la valve commune, avec certains pourraient parler d'overriding ou de straddling. Dans le CAV, ces termes sont probablement inappropriés et il vaut mieux parler de malalignement du septum interauriculaire par rapport à cette valve AV commune. Vous voyez sur le schéma qu'il est parfois difficile de faire la différence entre un CAV déséquilibré et finalement un ventricule unique avec valve de CAV. Et qu'enfin, il est parfois difficile de faire la différence entre ce qu'on pourrait appeler un double outlet left atrium ou un double outlet right atrium du fait du malalignement du septum interauriculaire. Ces différences sont indispensables à caractériser puisque la sanction chirurgicale ne sera pas la même. Dernière anomalie à ne pas oublier, c'est celle des voies de conduction, en particulier le nœud auriculo-ventriculaire à une position beaucoup plus postérieure et inférieure, comme vous le voyez bien sur le schéma, et surtout en cas de CIV large. Il faudra aussi savoir que ça peut nous donner des blocs auriculo-ventriculaires ou des blocs de branche, mais plus souvent en post-opératoire qu'en préopératoire. Et cela conduit aussi souvent le chirurgien, vous le verrez dans les comptes rendus opératoires, à suturer le patch atrial en dessous du sinus coronaire en laissant le sinus coronaire à l'oreillette gauche. Alors on va essayer de voir un petit peu des correspondances, parce que je pense que pour comprendre le CAV, il est indispensable de passer par le cours de Lucile en s'attachant à faire le parallèle entre une pièce anatomique et une échographie pour comprendre ce qu'on voit. Donc, on va commencer par un CAV complet. Alors, vous voyez que d'une vue de l'oreillette droite, donc c'est la première pièce à gauche en haut de la diapositive, on voit bien l'hémivalve postérieure, l'hémivalve antérieure, et on voit la crête du septum interventriculaire derrière. Et aussi, on se met du côté ventriculaire gauche. Vous voyez tous ces petits cordages qui traversent
la communication interventriculaire et qui s'attache sur la crête. Vous voyez aussi que le septum interventriculaire sur lequel sont attachés tous ces cordages est lisse, excavé, allongé vers la valve aortique qui est elle normale. En échographie, je pense qu'on peut regarder la vue B arrêtée et vous voyez, c'est une vue 4 cavités que vous connaissez bien. Vous voyez bien les deux oreillettes, la CIA de type ostium primum, le plancher de l'anneau valvulaire commun, la valve de CAV et ensuite ces multiples cordages qui s'accrochent à la crête. Alors, un CAV de type C, donc là aussi on est dans une vue du ventricule gauche sur la pièce anatomique. Et donc vous voyez la large communication interventriculaire d'admission, pas de cordage sur la crête, toujours cette voie d'éjection élongée. Et sur la valve AV gauche, vous voyez que les cordages de cette hémivalve traversent vers les ventricules et que les piliers sont complètement perpendiculaires à la CIV d'admission, extrêmement rapprochés. Sur l'échographie, cela correspond sur une vue transversale à cet énorme déficit à cheval sur les deux ventricules que vous connaissez bien, et sur une vue 4 cavités sur le schéma B, vous voyez qu'on voit très bien de la valve commune partir ces cordages au fond du ventricule droit, avec une crête qui reste complètement libre. Alors, troisième exemple de ce CAV complet, avec des attaches de l'hémivalve assez particulières. Donc, dans la vue de l'oreillette droite sur la pièce anatomique, on voit bien toujours la CIA de type ostium primum, les deux orifices valvulaires et sur l'anneau commun, et on distingue la crête du septum interventriculaire. De la vue du ventricule gauche, vous voyez que de l'hémivalve antérieure, on a des cordages un petit peu multiples qui vont s'accrocher à la fois sur la crête et à la fois partir du côté ventriculaire droit à travers la communication interventriculaire. Et à ce moment-là, on voit bien que cette communication interventriculaire, elle apparaît de petite taille et probablement déjà un petit peu obturée par ces multiples cordages et qu'elle peut ainsi devenir restrictive, mais on s'avance déjà vers l'hémodynamie. Et donc, vous voyez que si sur l'échographie de la forme A, on peut être entre une forme dite A de Rastelli ou une forme B, puisqu'on a à la fois des cordages sur la crête et des cordages du côté ventriculaire droit. Donc, si une dernière pièce anatomique de CAV complet pour vous montrer qu'on peut être extrêmement souvent sur des formes intermédiaires, avec sur les schémas du haut, à la fois sur l'échographie et la pièce, on voit extrêmement bien que finalement, l'insertion même de ces cordages de la valve de l'hémivalve antérieure peut basculer du côté droit de la crête, mais finalement se comporter échographiquement et voire hémodynamiquement comme un canal de type A, qui va probablement finir en canal intermédiaire et restrictif sur la CIV. Alors, le CAV partiel. Donc, en anatomie, vous voyez que si on est du côté de l'oreillette droit, eh bien, on voit finalement sur un anneau commun deux orifices
auriculo-ventriculaire, un orifice gauche, un orifice droit. Mais l'anneau est commun. Du côté ventriculaire gauche, vous voyez qu'il n'y a plus de défect au contact du septum interventriculaire et que cette hémivalve entre l'hémivalve antérieure et l'hémivalve postérieure, la zone d'apposition est large et constitue une fente, une clefte qu'on voit très bien et qui est probablement finalement le plus souvent plus importante dans le CAV partiel du fait même de cette absence de communication. Cela n'empêche pas que le septum reste élongué, excavé vers l'aorte, toujours unvedged. L'échographie en arrêt, vous voyez qu'en systole ou en diastole, la composante ventriculaire est obturée pour laisser une composante uniquement auriculaire. Donc, dans ces formes anatomiques, il faut tout de suite signaler l'importance de l'hétérogénéité de ces CAV avec de nombreuses lésions associées. La plus fréquente, on a vu, c'est un déséquilibre ventriculaire avec des CAV plus fréquemment en dominant droit, du fait même de ce unvedging aortique qui conduit à des formes déséquilibrées du côté gauche. On a aussi des lésions intracardiaques associées qui sont assez fréquentes, des anomalies conotroncales, des anomalies obstructives gauche, et puis beaucoup d'autres anomalies, en particulier des anomalies des retours veineux systémiques ou pulmonaires. Troisième point, ce CAV peut s'inscrire dans un phénomène plus complexe d'hétérotaxie, et ça irait, la fréquence va jusqu'à un quart en population fétale, et là encore, le CAV déséquilibré est plus fréquent en hétérotaxie. Et puis, ce CAV peut s'associer à des anomalies extracardiaques, et c'est peut-être la cardiopathie congénitale la plus souvent associée à une malformation extracardiaque et un syndrome génétique. Et là aussi, on va voir, ça devient très complexe. Donc, dans les anomalies extracardiaques et génétiques, vous voyez, et vous le savez, une grande partie des CAV est associée à la trisomie 21, au syndrome de Down. On en a 45% sur cette diapositive. Mais vous voyez qu'il existe aussi des CAV isolés non syndromiques et puis d'autres désordres génétiques, on va y revenir. Le CAV et la trisomie 21. Il s'agit le plus souvent, on va voir, de CAV complets, avec parfois une tétralogie de Fallot ou une cardiopathie conotroncale associée. À chaque génotype de CAV, ça se traduit par un phénotype assez particulier. Et donc là, pour la trisomie 21, il s'agit le plus souvent d'un CAV complet. Dans les autres affections génétiques ou polymalformatives, on trouve les hétérotaxies avec l'asplénie et la polysplénie. Et on verra que dans l'asplénie, on a souvent un CAV complet, alors que dans la polysplénie, on a souvent un CAV partiel. Un autre groupe assez fréquent, il s'agit des rasopathies, avec les syndromes de Noonan, Léopard et autres syndromes neurocutanés. Si vous connaissez bien l'hypertrophie myocardique, la sténose valvulaire pulmonaire, les CAV arrivent en deuxième fréquence dans ces rasopathies. On a ensuite des syndromes polymalformatifs aux acronymes que vous connaissez, comme le charge et le Bacterl, avec des anomalies vertébrales, digestives et autres. Et enfin, une autre série de syndromes polymalformatifs avec tout ce qu'on appelle les polydactylies axiales, avec, je vous ai mis juste les acronymes aussi, des syndromes assez rares comme
le Smith-Lemli-Otis ou le Moon Bardet Beetle, où on trouve là aussi des phénotypes assez particuliers, d'oreillettes uniques, de CAV associés à des retours veineux anons. On a enfin aussi décrit des lésions génétiques ponctuelles avec la fameuse délétion 8p gata 4 ou d'autres qui sont de plus en plus publiées et qui se multiplient au fur et à mesure des années. Il faut aussi savoir qu'on a aussi des facteurs maternels favorisant cette anomalie, comme le diabète qu'on connaît depuis plusieurs années, mais aussi l'obésité qui commence à être bien étudiée. Alors, je vous ai remis finalement sur ce schéma de l'étude que je vous ai cité la diapositive avant, de tout ce que je vous ai dit, qui a été synthétisé en 2020 dans cette très belle étude. Tout ça pour vous dire que l'ensemble de ces lésions en rend très complexe le conseil génétique et qu'on s'aperçoit maintenant que bien sûr il existe une hétérogénéité des facteurs génétiques et qu'on doit encore avancer dans la relation phénotype génétique pour arriver à un meilleur conseil prénatal. Donc, on en arrive aux différentes étapes de diagnostic et nous allons commencer par le diagnostic anténatal avec plusieurs étapes. D'abord, bien sûr, le diagnostic positif et différentiel. Ensuite, vous devez faire le diagnostic de la forme anatomique, essayer de préciser le retentissement hémodynamique anténatal, préciser le situs afin de vérifier ou de chercher le contexte malformatif et préparer la famille à la nécessité d'un karyotype ou plus d'une analyse génétique qu'on pourrait appeler karyotype, FISH et ACPA. Et enfin, peut-être le plus difficile, d'en déterminer les facteurs pronostiques. Alors, je fais tourner les 3 boucles. Une entrée, une mise en bouche, on va dire, des 3 types de CAV en anténatal et que je vous montre sous une vue qu'on pourrait dire en face et qui permet aussi de juger 3 machines différentes. Donc sur le premier, je pense que vous voyez la souris que j'ai réussi enfin à voir sans faire passer la diapo. Vous voyez bien cette valve qui traverse. Il s'agit d'un CAV complet avec une composante auriculaire et une composante ventriculaire. Sur celle de droite, vous voyez qu'on est au niveau ventriculaire, on n'a plus de défect et qu'on a un défect qui est juste au niveau interauriculaire. Il s'agit d'un CAV partiel avec juste l'ostium primum. Et sur le dernier, vous voyez qu'au niveau interauriculaire, on a un septum primum, on a toujours la valve auriculo-ventriculaire commune et le défect n'est plus situé qu'au niveau de l'admission. Donc, on va partir sur nos différentes formes de CAV. Donc, le CAV en anténatal, finalement, on a toujours cru que c'était la cardiopathie peut-être la plus facile à diagnostiquer, puisque c'était sur cette fameuse 4 cavités dont on connaît l'obligation de faire dans le diagnostic anténatal. Donc là, on a l'avant ici, le dos en arrière, c'est bien. On a nos rayons qui sont perpendiculaires à l'axe du cœur et on voit très bien
les normes d'effect du CAV complet, associant la CIV un peu large, la CIA de taille moyenne et la valve AV commune. Donc, vous voyez que déjà, contrairement à ce qu'on croyait finalement, on voit plutôt mieux les CAV lorsqu'on est parallèle à l'axe du cœur et finalement perpendiculaire à la valve auriculo-ventriculaire. Le point d'appel en Doppler, vous voyez qu'en rouge, on voit le remplissage et que ce remplissage est commun sur la valve auriculo-ventriculaire avec cette fameuse forme d'aile de papillon. Et que ça peut être un point d'appel pour rechercher un peu plus votre CAV. Alors on avance, finalement, vous voyez qu'on peut aussi diagnostiquer un CAV en étant à l'inverse parallèle à la valve et perpendiculaire au septum. Donc le dos est en arrière, l'avant est là, et vous voyez qu'il n'y a plus d'effect ventriculaire. C'est un CAV partiel avec un défect primum au contact de la valve commune, associé à l'ostium secundum. Et en couleur, vous voyez qu'on a un circuit OD-OG et OG-OD à travers nos deux défects interauriculaires. Alors, on avance dans nos CAV anténataux. Donc, vous voyez que là, on est dans une vue intermédiaire. L'avant, l'arrière, et on voit bien que ça soit au début de la boucle où la pointe est un peu basculée ou à la fin de la boucle où la pointe se verticalise un petit peu, la composante ventriculaire qui est là, sur une valve auriculo-ventriculaire commune alignée, et on voit bien que ce petit cordage au milieu n'est pas du septum et qu'il s'agit bien d'un CAV et d'une CIV d'admission dans un cadre de CAV avec un septum primum présent derrière et l'absence de composante interauriculaire. Donc vous voyez une incidence un petit peu différente. La pointe est là, l'avant est là, l'arrière est devant. Et on voit que notre septum interventriculaire s'arrête là, qu'il existe un défect interventriculaire important avec une valve qui traverse et probablement pas de composante interauriculaire. Alors finalement, on voit toujours mieux quand la pointe du cœur est en avant et que le dos est en arrière. Et vous voyez qu'il existe là une composante interauriculaire large avec une valve AV commune. On voit, et dans cette incidence, on voit très bien qu'elle est commune. Et on voit aussi très bien que cette hémivalve antérieure va donner plein de petits cordages qui s'accrochent à la fois à la crête et au septum du côté ventriculaire. On avance un petit peu dans des formes complexes. Et finalement, c'est souvent en anténatal qu'on va les voir. Donc, je fais toujours un moment important sur ces formes anténatales. Vous voyez, le dos est de ce côté, à droite de l'écran. La pointe du cœur en bas. On voit une valve commune qui traverse un énorme défect. On a même l'impression d'une oreillette unique. Et derrière, d'une immense CIV, on peut déjà se poser la question si on n'est pas devant une cardiopathie de type univentriculaire. Alors, on avance dans les formes déséquilibrées. Le dos est à droite, la pointe
du cœur à gauche de la diapositive, un peu postérieure. Donc, on voit nos deux ventricules et on s'aperçoit qu'il existe un ventricule droit dominant, un ventricule gauche postérieur de plus petite taille, un peu écrasé par le ventricule droit, mais que ce ventricule gauche participe à la pointe. On voit la valve auriculo-ventriculaire et lorsqu'on met donc le Doppler couleur, on voit bien la fuite sur la fente de la valve AV gauche qui se dirige bien vers l'oreillette et qui se dirige même vers l'oreillette droite par un mal alignement du septum interauriculaire. Un petit mot de revue de littérature sur cette fuite et sur cette fonction de la valve auriculo-ventriculaire en anténatale. On s'aperçoit que la modification de cette fuite entre la circulation anténatale et la circulation postnatale est difficile à prévoir et souvent peu importante. Donc et qu'en plus cette fuite peut être évolutive pendant la grossesse. Donc si on résume, on peut dire que si la fuite auriculo-ventriculaire est peu importante en anténatal, on n'est pas sûr qu'elle ne sera pas importante en postnatal. Et que si elle est déjà importante en anténatal, il est quand même probable qu'elle sera préoccupante en postnatal. Et que finalement, cette fuite de la valve auriculo-ventriculaire, elle n'est plus dépendante du syndrome du caractère syndromique du CAV. Alors, un mot important en anténatal du situs par rapport au CAV, puisque ce CAV, on l'a vu, est particulièrement fréquent dans les hétérotaxies. Donc, le dos est en arrière, l'avant ici. On en est au massif cardiaque, un CAV avec oreillette unique, et vous voyez que ce CAV a un cœur qui est avec une pointe du côté de l'estomac. Puisqu'en début de boucle, ce que vous voyez là, c'est l'estomac et le fond. Alors, un diagnostic différentiel important. On va commencer par la boucle qui est à gauche de l'écran. On est perpendiculaire au septum, le dos est là, l'avant est là. Et vous voyez qu'on a un septum interventriculaire intact, mais qu'on pourrait penser qu'il existe un alignement de notre valve auriculo-ventriculaire avec un défect de type ostium primum. Déjà, on voit très bien sur cette boucle. Et on voit très bien qu'on n'a pas d'oreillette derrière, d'oreillette gauche complète, mais un chenal qui est en fait le sinus coronaire dilaté. J'ai retrouvé ma flèche qui est ici. Et que si on avance, on remonte vers les deux oreillettes, puisque le sinus coronaire est postérieur, on voit apparaître le septum primum, on voit apparaître l'oreillette gauche, et on voit apparaître la jonction entre la veine cave supérieure gauche et le sinus coronaire à la partie latérale de l'oreillette gauche sous la valve mitrale. Il ne s'agit donc pas d'un CAV. Le CAV déséquilibré, on verra son diagnostic et ses critères diagnostiques en postnatal. En anténatal, on essaye de simplifier un petit peu les choses pour essayer de dire finalement que le ratio normal se situe entre 0,85 et 1,15 sur
l'équilibre entre le côté gauche de la valve auriculo-ventriculaire et le côté droit de la valve auriculo-ventriculaire, que ces CAV peuvent être dominant droit ou dominant gauche, et que surtout, ils peuvent être évolutifs au cours de la grossesse. Et qu'on peut partir sur à 20 semaines sur un CAV discrètement déséquilibré pour finir en fin de grossesse sur un ventricule unique. Alors dans le CAV, après dominance droite, le problème qui est le plus fréquent, donc sur un déséquilibre gauche et une hypoplasie relative des cavités gauches, le problème est de tenter de diagnostiquer si finalement il existe un obstacle gauche, une coarctation aortique associée, et si le ventricule gauche est potentiellement recrutable. Et là, vous avez des mesures, des index, mais surtout, vous avez la nécessité de surveiller l'évolutivité pour tenter de savoir quel pronostic on peut donner à ses parents et à cet enfant. Donc là, sur la boucle qui tourne, vous voyez que en avant, il s'agit du gros ventricule droit. Probablement, il s'agit d'un CAV partiel, puisqu'on ne voit pas de composante ventriculaire importante, mais une composante interauriculaire large. Que la valve auriculo-ventriculaire gauche fait presque la moitié de la valve auriculo-ventriculaire droite, et que le ventricule gauche semble aller néanmoins jusqu'à la pointe. Je vous montrerai dans le diagnostic postnatal le même enfant, dont le ventricule gauche a été recrutable. Dans le même esprit, je vous montre un CAV déséquilibré dominant droit. Donc là, vous voyez une oreillette unique énorme, pas de composante ventriculaire, un large ventricule droit, une valve AV connue. Si on s'arrêtait qu'on mesurait, on aurait probablement une valve AV gauche qui a moins de la moitié de la valve auriculo-ventriculaire droite. Et vous voyez bien que le ventricule gauche, il est quand même assez hypoplasique, voire très hypoplasique, et que sous ma flèche, il ne participe pas à la pointe. Donc, on a considéré que ce bébé était en ventricule unique. Donc, c'est une interruption médicale de grossesse. Un dernier CAV déséquilibré anténatal au profil des cavités droites que vous voyez là avec la large artère pulmonaire sous ma flèche. Bon, ça ne tourne plus. Bon, on va s'en passer. Vous voyez que en anténatal, on peut faire ces mesures. Donc là, je vous ai montré comment on les faisait. Vous voyez que dans ce cas-là, la valve auriculo-ventriculaire droite est un petit peu plus large que la valve auriculo-ventriculaire gauche et qu'on peut essayer de le rapporter à la taille de la communication interventriculaire. Le plus important, je pense que vous pourrez le revoir en faisant tourner la boucle vous-même, c'était aussi la taille de ce ventricule gauche, qui au début de la boucle peut donner l'impression d'une hypoplasie beaucoup plus marquée, avec finalement, en fin de boucle, un ventricule gauche qui participe à la pointe. Et cet enfant a fait une coarctation aortique postnatale, avait un ventricule gauche recruté. Donc, on arrive à l'étape principale du diagnostic anténatal. Une fois que vous avez fait le diagnostic, c'est d'essayer de donner le pronostic. Donc,
Ce pronostic va bien sûr s'appuyer sur la forme de CAV, sur les lésions intracardiaques associées que vous avez pu mettre en évidence, mais aussi sur la recherche du syndrome génétique et sur l'analyse hémodynamique que vous avez fait. Vous avez 3 principaux axes à évoquer: la poursuite ou non de la grossesse en fonction de la gravité du canal atrioventriculaire et du syndrome génétique, et essayer de donner un délai de chirurgie à cette famille en fonction du type de CAV, et enfin, bien sûr, d'essayer de prédire la chirurgie à 1 ou 2 ventricules. En anténatal, la survie à 1 an est mauvaise, elle est catastrophique, 68%. Et il faut savoir que c'est une population fétale. Heureusement, la survie de nos CAV qui sont nés n'est pas la même. Alors, sur quel facteur pronostic? Bien sûr, la survie sera meilleure s'il s'agit d'un CAV isolé par rapport à un CAV complexe. Et vous voyez que les 2 principales anomalies influençant le pronostic, c'est l'hétérotaxie et le caractère déséquilibré du CAV. Alors, j'en arrive à un dernier point un petit peu délicat de l'anténatal, c'est la fameuse insertion linéaire des valves auriculo-ventriculaires. Donc, la définition, finalement, peut s'intégrer dans le CAV, puisque elle implique cet alignement, c'est la perte de cette petite zone qu'on a vue au début de la définition anatomique, et l'alignement peut s'intégrer dans un anneau commun de cette valve auriculo-ventriculaire. Le problème, c'est que cette entité qui finalement existe, Lucie Loyel nous l'a montré sur des pièces anatomiques, et elle peut correspondre en effet à un CAV, elle est à la fois de diagnostic difficile en échographie et de fiabilité douteuse pour orienter le diagnostic de trisomie 21 en anténatal, puisque finalement sa mise en évidence a été initiée par le docteur Fredouille sur des pièces anatomopathologiques, mais ensuite développée comme un potentiel point d'appel de cette trisomie 21. Sur le diagnostic difficile, c'est la belle étude d'André Yancey qui montre sur un parallèle échographique et histologique que cet alignement des valves auriculo-ventriculaires peut être créé de toutes pièces sur un cœur normal. Donc, en fonction du niveau auquel on étudie cet alignement des valves auriculo-ventriculaires ou cette zone de non-alignement physiologique, celle-ci peut disparaître lorsqu'on passe du niveau diaphragmatique, c'est-à-dire bas, c'est-à-dire finalement postérieur pour le postnatal, et que l'on remonte vers la zone aortique, qui est la zone antérieure du postnatal. Et vous voyez bien que en niveau postérieur ou bas ou diaphragmatique, ce décalage mitro-tricuspide dans le cœur normal s'efface, et que pour le retrouver, il faut passer vers un peu plus vers la zone antérieure et supérieure du massif cardiaque. À l'inverse, il montre bien que dans un cœur de CAV, vous voyez bien sur la pièce histologique qu'il s'agit d'un CAV, on peut, d'un niveau intermédiaire entre le niveau aortique et le niveau diaphragmatique, créer ce décalage entre la valve mitrale et la valve tricuspide, qui n'est qu'une valve auriculo-ventriculaire commune de CAV. Donc la difficulté de ce diagnostic est conduit
à douter de la fiabilité de ce signe en anténatal, en particulier pour orienter le diagnostic de trisomie 21. Et vous avez l'étude de l'équipe d'Angers de 2009 qui vous montre bien que il ne s'agit plus que d'un signe d'appel mineur, car on peut le retrouver trop souvent ou de façon non exceptionnelle dans une population normale. Alors ce signe, pour vous montrer qu'en échographie, il peut être difficile, il s'agit d'un authentique alignement des valves auriculo-ventriculaires. Donc sur la première boucle à droite, vous voyez qu'en passant de la zone basse, on s'aperçoit que cette valve auriculo-ventriculaire sur deux beaux ventricules équilibrés avec une septation complète est probablement alignée. Mais quand on s'avance vers la zone aortique, on peut douter. Donc sur la deuxième boucle, sur un cœur parfaitement équilibré au niveau vasculaire, auriculaire, dans une vue différente, on voit bien cet alignement, mais qu'on peut encore douter au niveau aortique. Je vais arriver au diagnostic postnatal. Alors, ce diagnostic postnatal, on peut le séparer, là encore, en plusieurs étapes, avec, là encore, un diagnostic positif sur la valve commune, le type de CAV, les lésions associées. Une évaluation hémodynamique s'attachant à analyser le niveau de shunt, le niveau de pression pulmonaire et le niveau de dysfonction de la valve auriculo-ventriculaire. Ces deux diagnostics vont nous conduire à la prise en charge du patient et à évaluer le délai chirurgical avec une troisième étape qui correspond au diagnostic préopératoire avec en particulier une description nécessaire très précise de la valve auriculo-ventriculaire pour le chirurgien. Quatrième étape, c'est la surveillance, le diagnostic péropératoire pour vérifier avec le chirurgien en particulier la plastie de la valve auriculo-ventriculaire. Et enfin, le dépistage post-opératoire à moyen et long terme des complications éventuelles. Alors on y va, on est en postnatal, avec ou sans diagnostic prénatal, le plus souvent avec. Et vous voyez que sur une coupe sous-costale, en face de la valve auriculo-ventriculaire, on voit très bien sur les deux boucles un orifice auriculo-ventriculaire commun. On peut analyser avec une composante, on va dire, interatriale que vous avez vue sur une autre coupe, mais qu'on devine sur celle-là, puisqu'on est plus au niveau interventriculaire. Et au niveau interventriculaire, on peut voir que sur la diapo, la boucle de gauche, on n'a probablement pas d'attache sur le septum, sous ma flèche, alors que sur la boucle droite, on a probablement une attache sur le septum, sous ma flèche, et qu'il s'agit donc d'un type A. Dans une vue plus longitudinale sous-costale dans la boucle de droite, vous voyez qu'on peut encore analyser probablement au mieux ces attaches, analyser la valve AV commune et les autres attaches de cette valve auriculo-ventriculaire, que ce soit du côté droit
ou surtout du côté gauche, et que sur une vue transverse chez un enfant plus grand, parasternal comme sur la boucle de droite, on voit très bien cette valve AV par-dessus, et surtout cette zone d'apposition entre l'hémivalve antérieure et postérieure qui constitue la fente et qui se dirige vers le septum. À la fin de ce diagnostic anatomique, pour orienter notre diagnostic hémodynamique en fonction de nos formes anatomiques, il va falloir nous attacher à l'importance du shunt et à la dysfonction de la valve auriculo-ventriculaire. Et l'on sait que ces différentes formes anatomiques et rendant compte de ces différents niveaux de shunt et de ces différents niveaux de régurgitation de la valve AV vont conduire à plusieurs tableaux cliniques qui vont de l'insuffisance cardiaque, voire au collapsus, à un souffle isolé, voire à des troubles respiratoires, voire à une cyanose. Alors, sur le plan physiopathologique, ces shunts peuvent se situer à des niveaux très différents, comme vous le voyez sur les schémas. Bien sûr, au niveau interauriculaire par l'ostium primum, au niveau interventriculaire par la CIV, mais avec ce flux quasi obligatoire du ventricule gauche vers l'oreillette droite, par une composante interventriculaire ou par un mal alignement du septum interauriculaire et une fuite de la valve AV qui va directement. On peut aussi avoir donc la fuite, bien sûr, du ventricule droit vers l'oreillette droite par la valve AV droite, une fuite par la fente de la valve AV gauche du ventricule gauche vers l'oreillette gauche, et enfin un shunt droit-gauche qui va du ventricule droit à l'oreillette gauche. L'analyse échographique, elle va s'attacher à évaluer le sens de ces shunts, gauche-droit ou droit-gauche, à évaluer la surcharge volumique ventriculaire, à évaluer le retentissement sur cette fonction ventriculaire, à calculer et à évaluer l'hyperdébit pulmonaire, l'hypodébit systémique éventuel, et donc à analyser le degré d'hypertension artérielle pulmonaire et d'hypertension ventriculaire droite. Ainsi, ce que vous devez mesurer sont listés sur le carré du bas avec une mesure de QPQS, une taille du défect, une taille des cavités, une analyse de la fuite et une analyse des PAP. Tout ça peut nous conduire finalement à deux tableaux cliniques un peu caractéristiques, et on en verra des plus complexes, parce que ça n'est jamais simple dans le CAV. Pour rester caricatural, le CAV complet va donner chez un nourrisson de 1 mois une insuffisance cardiaque congestive classique avec des troubles respiratoires par microatelectasie, une tachycardie, une hépatomégalie, une dyspnée par l'hyperdébit pulmonaire et la surcharge biventriculaire. Et finalement, la sévérité de ce tableau est fonction du défect, de la taille du défect, du niveau de QPQS, de la fuite de la valve auriculo-ventriculaire et surtout de l'évolution des PAP. À l'extrémité du spectre clinique, on va se retrouver devant un CAV partiel, un enfant de 4 ans, peu ou non symptomatique, présentant un souffle isolé. Dans cette paucisymptomatologie, il faut savoir que ça peut être évolutif, en particulier sur deux éléments, l'importance de la dysfonction de la valve auriculo-ventriculaire et de la fuite, et l'interaction de la taille du défect et du malalignement des septa
en particulier du septum interauriculaire, et la fuite. Un petit mot de l'ECG avec l'axe gauche et du fait de la déviation des voies de conduction. Et sur une radio de thorax, il nous arrive encore d'en faire, une cardiomégalie, une surcharge pulmonaire. On y va sur les échographies. La taille du défect, vous voyez, vous pouvez le mesurer en diastole et en systole, que vous pouvez le mesurer en bidimensionnel et en couleur, et ça va vous donner des informations différentes. Alors, je vais vous donner plusieurs tableaux cliniques et finalement échographiques pour vous mettre en situation d'une consultation postnatale avec un diagnostic anténatal de CAV. Donc là, vous voyez que vous êtes dans un CAV complet, probablement de type B si on regarde la valve auriculo-ventriculaire et on voit qu'il n'y a probablement pas ou peu d'attaches sur la crête et que les attaches vont directement de chaque côté ventriculaire et que du côté ventriculaire droit, on a peut-être une petite attache directement sur la partie proximale du septum. Sur la deuxième boucle, on peut se demander s'il n'y a pas une extension de cette composante ventriculaire très large vers le septum d'éjection, sans déviation du septum conal, donc sans pathologie conotroncale associée, mais un effet. Donc on s'attend à un shunt important. On n'a pas mis encore de Doppler color, on ne connaît pas la fonction de la valve auriculo-ventriculaire, mais on peut s'attendre à une insuffisance cardiaque par augmentation importante du QPQS si il n'y a pas d'hypertension artérielle pulmonaire trop importante. Il s'agissait en fait d'un enfant qui était trisomique 21 avec en effet un diagnostic anténatal. Il n'a présenté qu'une insuffisance cardiaque modérée et du fait d'une hypertension artérielle pulmonaire persistante, mais restant infrasystémique et qui nous a conduit à lui proposer une chirurgie à l'âge de 4 mois avec une hypertension artérielle pulmonaire qui a mis un petit peu de temps à diminuer et qui est restée en post-opératoire immédiat infrasystémique. Alors, deuxième cas, on est toujours en postnatal. Vous faites le diagnostic d'un CAV sur la boucle bidimensionnelle. Là, vous pouvez vous demander si c'est un type A. Au-delà de la classification qui n'apporte pas grand-chose, vous voyez néanmoins qu'il existe un cordage sur la crête, que la valve AV est commune et qu'il existe une CIA. Avec la couleur, on s'aperçoit, même si on souhaiterait de la mettre un petit peu plus bas, qu'il n'y a pas de fuite sur fente importante, une petite fuite de la valve AV droite, mais surtout, on voit au niveau de notre composante ventriculaire plus ou moins obstruée par le cordage, qu'il n'existe que de chante. Donc, on peut se demander si, en effet, ce CAV va évoluer vers un CAV intermédiaire avec une CIV restrictive. Mais il faut là se méfier, car si l'hypertension artérielle pulmonaire persiste, vous allez sous-évaluer le shunt. Et donc là, il s'agissait encore d'un enfant trisomique 21 qui n'a pas présenté d'insuffisance cardiaque très discrètement et qui avait une hypertension artérielle pulmonaire préopératoire isosystémique et qu'on a opéré entre 3 et 4 mois. Alors, on est toujours en postnatal. Vous posez votre sonde
vous avez un CAV qu'on pourrait dire intermédiaire. Mais on s'aperçoit que, en tout cas, notre composante ventriculaire, elle a un beau cordage, même s'il est entre la crête et le côté droit du septum. On a envie de penser que celui-là va permettre une restriction de la CIV. Et lorsqu'on met le Doppler couleur, quelques mois plus tard, on va dire, on s'aperçoit en effet que le shunt interventriculaire est minime, qu'il existe un shunt interauriculaire et que du fait du mal-alignement du septum interauriculaire, la fuite, même si elle est peu importante, se dirige autant vers l'oreillette gauche que l'oreillette droite. Donc finalement, elle va contribuer au QPQS, mais à un niveau interauriculaire. Donc il s'agissait d'un diagnostic anténatal. Ce bébé a présenté une insuffisance cardiaque discrète transitoire le temps que la CIV devienne restrictive. La fermeture de la CIV a été effective vers l'âge de 1 an et la chirurgie a été réalisée à l'âge de 4 ans. On continue dans nos tableaux cliniques. Une valve AV de CAV, une composante ventriculaire de petite taille. On est devant un CAV intermédiaire. On n'a pas beaucoup de doutes sur l'évolution restrictive de ces composantes ventriculaires. La composante auriculaire n'est pas très large, mais notre valve AV, elle fuit en 3 points. Un point classique de la valve AV droite, un point classique de la valve AV gauche sur fente, et finalement un point classique de la fuite VGOD à travers la valve AV gauche. Et de toute façon, la valve AV gauche. Il est difficile de prévoir comment va être tolérée cette fuite de la valve AV. Et c'est l'évolution clinique qui va nous le dire. J'ai du mal à faire apparaître mon tableau clinique. Je vais arrêter la boucle. Il s'agissait donc d'un diagnostic anténatal, d'un enfant finalement qui a bien grossi, bien grandi, qui a présenté quelques épisodes de tachycardie isolée, mais qu'on a fini par opérer à l'âge de 3 ans. Donc finalement, une évolution favorable de ces fuites qui ne se sont pas majorées et qui n'ont pas entraîné de symptomatologie clinique ou hémodynamique importante. Je dirais qu'à la suite de votre diagnostic postnatal du premier mois de vie, 3 questions restent importantes. Et en particulier, si vous doutez d'une hypertension artérielle pulmonaire. Cette hypertension artérielle pulmonaire, elle doit être suspectée devant un CAV large avec un QPQS bas. On peut traduire ça par un nourrisson avec un CAV complet doit être en insuffisance cardiaque. Sinon, il existe une hypertension artérielle pulmonaire. Deuxième point, ou deuxième message, si vous êtes devant une hypertension artérielle pulmonaire confirmée, suspectée, il faut aussi savoir chercher des lésions associées comme un séquestre ou une fistule AV. On pourrait traduire cela par un nourrisson avec un CAV sans CIV, ou CIV restrictive, ne doit pas avoir d'hypertension artérielle pulmonaire. Et enfin, un mot sur les enfants atteints de trisomie 21.
l'hypertension artérielle pulmonaire est plus fréquente chez les trisomiques 21 et on a décrit certains trisomiques 21 avec des résistances élevées dès les premiers mois, mais cela reste assez rare. En tout cas, il faut être encore plus rapide dans l'indication chirurgicale, parfois avant l'âge de 3 mois, chez un enfant trisomique 21 qui n'aurait aucun signe d'insuffisance cardiaque et des signes d'hypertension artérielle pulmonaire isosystémique. On avance sur nos tableaux cliniques avec analyse plus centrée sur des lésions et une dysfonction de la valve auriculo-ventriculaire. Donc, premier cas, sur cette valve auriculo-ventriculaire d'un petit nourrisson, on s'aperçoit sur l'hémodynamique que nous avons à la fois un flux de remplissage de la valve AV gauche de petite taille et probablement sténosé. On s'aperçoit qu'on a 3 points de fuite, et 3 points de fuite, vous voyez, qui sont beaucoup plus importants que sur le nourrisson qui vous était présenté auparavant. On a une large fuite du côté de la valve AV droite, une large fuite sur la fente qui se dirige vers l'oreillette droite et un dernier point de fuite, moins important, qui se dirige vers l'oreillette gauche. L'analyse hémodynamique des flux est importante et on voit déjà sur la boucle d'échographie que le ventricule gauche est petit et qu'il a même tendance à mal se remplir sur cette boucle hémodynamique. Et en effet, cet enfant, ce bébé, a présenté une insuffisance cardiaque congestique avec des signes qui étaient majoritaires sur l'hypodébie systémique, avec une pâleur et avec un triple traitement diurétique vasodilatateur à l'âge de 3 mois et une chirurgie précoce pour un CAV sans composante ventriculaire à l'âge de 4 mois. Alors, on continue sur notre valve, toujours sur un CAV finalement sans composante ventriculaire. Les valves sont souvent plus fuyantes dans nos CAV partiels ou intermédiaires. Peu ou pas de fuite sur la droite. Et sur la gauche, une fuite sur la valve AV gauche qui se dirige directement sur le septum interauriculaire avec un flux vers l'oreillette droite et un flux vers l'oreillette gauche. Sur le retentissement, on ne voit pas d'hypoplasie du ventricule gauche, mais on voit plutôt une dilatation des cavités droites, comme dans une hémodynamique de CIA. Cet enfant est resté asymptomatique avec une chirurgie à l'âge de 3 ans de façon élective. Encore une valve AV qui dysfonctionne. On voit peu de fuite sur la droite, mais sur la gauche, une fuite majoritairement VG-OD, à la fois par la direction de la fente et de malalignement du septum interauriculaire et la taille de la communication interauriculaire. Vous voyez que sur le retentissement ventriculaire, on a à la fois une dilatation du ventricule droit et une hypoplasie relative du ventricule gauche. Cet enfant a présenté une insuffisance cardiaque précoce avec hypodébie systémique et une chirurgie à l'âge de 9 ans. Un tableau plus complexe, une
une valve AV commune, une très large communication interauriculaire qui confinée à l'oreillette unique, 2 points de fuite sur cette valve auriculo-ventriculaire, droit et gauche, importante, et une veine cave supérieure gauche que vous voyez arriver dans ce massif interauriculaire sans sinus coronaire. Donc une anomalie des retours veineux systémiques contribuant à un tableau de cyanose importante à la fois sur le mixing interauriculaire. Cet enfant a présenté une cyanose précoce avec une saturation à 70% pendant toute la première année de vie et une chirurgie à l'âge de 1 an. C'est qu'avec un CAV intermédiaire avec une fuite VG OG minime, une fuite de la valve AV droite. Et vous voyez que cette fuite de la valve AV droite, au bout de quelques années, et surtout à l'effort du fait de la tachycardie, avait un flux VDOG qui a entraîné une cyanose à l'effort et qui a entraîné l'indication opératoire. Alors, je vais avancer un petit peu parce qu'en fait, d'habitude, j'ai 2 heures. Donc, je vais passer toutes les diapos que j'ai passées sont des CAV déséquilibrés. Et vous verrez que l'analyse de la correction à un ventricule ou un ventricule et demi est parfois plus difficile. Pour finir sur des indications un petit peu globales en fonction de l'hémodynamique, un CAV complexe avec CIA, CIV, anomalie de la valve AV gauche, en fonction de l'hypertension artérielle pulmonaire et du QPQS et de la fuite, aura une indication chirurgicale de façon globale entre 3 et 6 mois. Le CAV partiel avec la CIA, avec une anomalie plus ou moins significative de la valve AV gauche, aura une indication chirurgicale entre 1 et 4 ans, probablement plus précoce en fonction du retentissement de la régurgitation de la valve AV et probablement pas après 4 ans pour éviter les lésions associées de dysplasie sur la valve AV. Dans les différentes techniques chirurgicales, vous avez celle à 1 patch, à 2 patchs ou la technique modifiée de Nunn où on prend la valve auriculo-ventriculaire et on la rattache directement au septum. Les résultats post-opératoires sont finalement dans la dernière publication à peu près identiques et fonction finalement du degré de savoir et d'expérimentation du chirurgien sur une des 2 techniques, avec un taux de mortalité qui est autour de 3% et un taux de réintervention qui est autour de 5%. Et je vous laisserai regarder les différentes analyses préopératoires pour conseiller le chirurgien sur la placie de la valve, en particulier sur la position des piliers et des cordages. Je vous aurai une vidéo de la chirurgie, une analyse des attaches, des comptes rendus opératoires, des risques de réintervention, un cas clinique chez l'adulte, des complications de chirurgie illustrées, et enfin 2 cas cliniques à la fin du diaporama. Alors, je vais regarder aux questions. Converser, 9. Je peux agrandir si tu veux.
Tu peux. Alors, sur les questions, donc j'ai fini par trouver le curseur sans faire passer la diapositive. La deuxième question sur la boucle anténatale avec le sinus coronaire dilaté, vous pourrez la regarder. Et c'est un piège classique du canal atrioventriculaire qui n'en est pas un, puisque le sinus coronaire dilaté du fait de la veine cave supérieure gauche, vous verrez, est très postérieur et qu'ensuite, si vous continuez à avancer, vous allez obtenir le septum primum. Alors, la composante de l'hypertension artérielle pulmonaire pré- et post-capillaire, il s'agit bien sûr, oui, du retentissement de la fuite. Donc, elle est post-capillaire. L'évaluation échographique de la fuite, uniquement visuelle, sur la dilatation de droite ou gauche. Vous avez vu que cette évaluation de la fuite, elle se fait par Doppler couleur, par la direction du flux. Est-ce qu'elle va d'un ventricule à l'oreillette homolatérale ou contralatérale, par quel orifice elle passe, comment elle participe à la dilatation d'un ou des deux ventricules ou au mauvais remplissage d'un ou des deux ventricules. Donc sur la taille des oreillettes et des ventricules. La PAPS peut être calculée dans les CAV. Donc, pour calculer une PAPS, vous devez le plus souvent vous calculer la PVDS et celle-ci, vous le calculez sur la fuite tricuspide. Dans le CAV, la fuite de la valve AV droite est parfois difficile à isoler des autres points de fuite de la valve AV, mais en se mettant en parasternal petit axe, généralement, vous y arrivez mieux. Et ensuite, vous pouvez essayer d'avoir le gradient à travers une CIV restrictive du CAV. Alors, quelle est alors l'anatomie des voies de conduction en cas de BAV complet? Donc, c'est sur la position du nœud auriculo-ventriculaire qui est décalée en postérieur et en inférieur, qu'il est souvent touché par le chirurgien lors de la chirurgie. L'incidence du BAV post-opératoire, suivant les études, c'est entre 1 et 3%. Dans le CAV intermédiaire, y a-t-il forcément une CIA? Dans la définition du CAV intermédiaire, oui, il y a forcément une CIA, puisque c'est juste un CAV complet dont la composante ventriculaire a évolué vers la restriction du fait des cordages. Avant-dernière question, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, il y a forcément un anneau ventriculaire unique dans les formes de CAV. Il y a toujours un anneau auriculo-ventriculaire commun, une jonction auriculo-ventriculaire commune dans le CAV, même dans l'alignement isolé des valves auriculo-ventriculaires. Alors, dans l'exemple, avec une cyanose à 70% retour veineux anormal, pourquoi attendre l'âge de 1 an pour la chirurgie? C'est une très bonne question. C'était une oreillette unique, donc vous l'avez vu, avec une fuite très importante de la valve auriculo-ventriculaire en 2 points, sur la valve AV droite et sur la valve AV gauche, avec en plus cette anomalie des retours veineux systémiques. La chirurgie était complexe. Il faut faire une septation, il faut réorienter la veine cave supérieure gauche et réparer la valve. Donc, c'est pour ça qu'on a attendu l'âge de 1 an, en sachant que finalement, sur une saturation permanente à 70%, sans malaise de Fallot, sans désaturation aiguë, on n'a pas eu de souffrance cérébrale. Et donc, pour la petite histoire, vous trouvez le même cas dans les chirurgies de la fin du cours. Et cet enfant a eu une récidive précoce de sa fuite de la valve AV gauche. Elle a dû être réopérée moins d'1 an après. La plastie n'a pas marché. On a dû lui mettre une valve auriculo-ventriculaire mécanique. Et au décours de cette
troisième chirurgie de valve auriculo-ventriculaire mécanique, elle a eu un bloc auriculo-ventriculaire. Et puis, une dysfonction ventriculaire gauche majeure, du fait probablement de la souffrance lors des différentes CEC. Voilà. Bon, parfait. Je pense qu'il y a Alors, Xavier je déjà. vous remercie de... Non, c'est Pascal. Non, c'est Xavier Ah bon, qui d'accord. a pris le cours. Ah, d'accord. Merci de vos remerciements. Mes diapos sont assez complètes et il y a beaucoup de boucles, donc vous pouvez les regarder. Et puis, vous avez mon mail si vous voulez m'envoyer des questions au début du diaporama. Et je suis encore désolée de l'avoir dû le raccourcir, mais en principe, j'ai plus de 2 heures quand on est en présence. Au revoir à tous. Bonjour. Donc, je vais arrêter le partage. Et j'arrête.